Bienvenue dans notre African Cities Voice podcast. Alors aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité que, selon la tradition, je vais laisser se présenter. Alors, merci pour l'invitation, Jérôme. On se connaît depuis quelques années et j'apprécie le fait que vous pensiez à moi pour cet échange que j'estime, je souhaite être fructueux. Je m'appelle Tareq Zobdi, je suis architecte dans le privé et on a eu l'occasion de se croiser ici à l'université lors d'un master que j'ai fait sur les villes durables. Donc, je te remercie pour l'invitation. Alors moi j'ai googlisé, j'ai vu que dans les jeunes architectes montants, alors bon, jeunes, on est jeunes en architecture assez longtemps, donc on va pouvoir encore dire que tu es dans la catégorie des jeunes architectes. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation d'un jeune architecte au Maroc, comment est-ce qu'on arrive à percer et à finalement faire fructifier un cabinet, à obtenir des mandats. J'aimerais un petit peu connaître, pas les recettes, mais en tout cas le contexte. Alors au Maroc, je dirais que la palette est large parce que en fait, les profils de jeunes architectes peuvent changer en fonction des choix qu'on fait après le parcours à l'école d'architecture. Et on a qui viennent de l'étranger, on a qui étudient aux écoles marocaines et tout. Et les choix sont divers. Il y en a qui choisissent des carrières de salariat avec une évolution progressive dans des structures importantes. Et il y en a qui font le choix de se lancer dans le privé, avec tout ce que ça peut représenter comme contrainte, parce que le plus difficile pour un jeune architecte, c'est de convaincre. Et c'est un peu l'histoire du jeune qui vient en boîte et à qui on lui dit « tu n'es pas un habitué ». Donc c'est cette histoire du serpent qui se mord la queue, ou comment on peut démontrer notre savoir-faire sans avoir jamais construit à l'avance. Donc ça, c'est, on va dire, la plus grosse contrainte qui peut s'imposer. Donc ça demande un peu de persévérance et un peu d'endurance, et d'essayer de trouver l'oreille attentive à ce qu'on a à proposer. Peut-être commencer par des petites commandes et les traiter avec beaucoup de soins et beaucoup on va dire, de dévouement, pour pouvoir démontrer ce qu'on est capable de faire sur ces petites commandes, suite à quoi on arrive quand même à convaincre qu'on nous donne un peu des projets ou des commandes un peu plus importantes, et progressivement jusqu'à arriver à peut-être avoir des références qui nous permettent de s'attaquer à un grand concours. Là, je résume un peu mon propre parcours de mémoire. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par un petit centre de santé de 400 mètres carrés. Mais là, typiquement, c'est un privé qui est derrière ou c'est le public? C'était un projet public. Okay. Alors, il faut dire qu'un projet pareil, avec un budget de l'ordre de 1 million de dirhams au Maroc, c'est pas des choses que les architectes voudraient avoir, parce que c'est la même prise de tête d'un projet un peu plus importante, mais avec un budget dérisoire. Et comme on est payé en pourcentage, on se retrouve à faire du boulot, à gérer les mêmes complexités d'un projet important, mais avec des honoraires dérisoires. Donc à ce moment-là, je pense que la situation a fait que nos intérêts ont coïncidé avec le maître d'ouvrage, qui cherchait quelqu'un pour accepter à faire un projet de petite dimension comme ça, un peu loin, parce que c'était en périphérie de la ville de Casa. Et en même temps, moi qui voulais démontrer mon savoir-faire, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc de quoi couvrir peut-être les frais de déplacement, des choses comme ça. Donc à compte d'auteur. En fait, on va dire, oui. Quelque part, c'est toi qui finances tes premiers projets pour oui, pouvoir avoir un portfolio. Je résumais ça avec les potes quand on en discutait. Je disais que c'était en quelque sorte des frais de publicité. Donc j'accepte de travailler limite à zéro bénéfice pour pouvoir démontrer de quoi je suis capable. Et pour être aussi lucide sur les choses, il faut pouvoir gérer un projet de A à Z pour prétendre au titre d'architecte en quelque sorte, parce que le diplôme qu'on reçoit n'est pas garant de toutes les compétences. Donc il fallait peut-être avoir aussi le droit de se tromper, de commettre quelques erreurs, d'apprendre des gens qui interviennent sur le projet avec nous, pour pouvoir justement assumer des choses un peu plus importantes par la suite. Donc c'était une très belle école. J'ai commencé par ce petit projet de centre de santé, d'autant plus qu'il a une pertinence sociale en quelque sorte, parce que c'était sur les quartiers de reconstruction
pour les bidonvillois de Casa. Donc tout ce qu'ils appellent, j'aime pas le terme. Oui, c'est le programme Ville sans bidonville. Ils appellent ça le recasement. Oui. Ça me mérite un peu le... C'est pas le plus beau terme de la langue française. Voilà, à la rigueur, peut-être relogement ou relocalisation des populations, voilà, avec tous les défauts que peut contenir ce genre de programme. Mais il y avait beaucoup de belles choses dans ce genre de démarche parce qu'on se donnait à cœur joie de construire des équipements pour ces populations qui allaient être accueillies sur cette périphérie de la ville. Donc on commençait par la construction des équipements d'écoles, de centres de santé, de maisons de jeunes, ainsi de suite. Et justement, j'ai eu le droit de travailler sur ce projet et comme ça a plu, on m'a confié une école primaire. Donc, et ça, c'est le début d'une longue série parce qu'en fait, ça m'a permis de rentrer en quelque sorte dans le domaine de l'éducation, les espaces dédiés à l'apprentissage. Et voilà, cet exercice m'a permis par la suite d'accéder à des concours où on nous demandait des références dans l'éducation. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à décrocher un concours avec OCP pour un collège à la ville d'El Jadida qu'on a appelé Wall of Knowledge, en référence, la muraille du savoir, en référence à la cité portugaise de la ville d'El Jadida, parce qu'on s'est inspiré de la muraille et un peu dans l'idée de... C'est celui pour lequel tu as eu des prix, non ? Pas le seul, heureusement. Mais non, mais c'est le dernier en date ou... Non. C'est vrai que c'était la première distinction qu'on a eue. C'était le prix Architizer pour les bâtiments éducatifs. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir le prix du public et le prix du jury. Donc, c'était une belle confirmation que ça plaise. Oui, c'était le premier. Par la suite, il a gagné le prix du meilleur bâtiment éducatif dans le monde arabe au Arab Architects Awards. Ça a été tellement publié que... Voilà, et plein d'autres distinctions, notamment à Dubaï pour les Middle East Architects Awards et plein d'autres petits trucs. Oui, mais ça nous a permis justement de démontrer notre savoir-faire sur quelque chose qui a eu de l'écho et ça nous a permis peut-être d'avoir la confiance de maîtres d'ouvrage importants comme OCP, entre autres. Mais alors, quand tu commences premier dans le cadre du programme Ville sans bidonville, tu as déjà fait du chantier ou comment ça se passe ? On sort de l'école, mais c'est à ce moment-là c'est quand même quand on sort d'école qu'on se rend compte de tout ce qu'on n'a pas appris. Oui, énormément. Et donc, c'est quand même un petit peu gonflé de ta part de se lancer là-dedans, non ? Est-ce que tu te rends compte à l'époque que finalement, il y a tout ce que tu n'as pas appris, que tu dois savoir ? Est-ce que le maître d'ouvrage est au courant de tout ça ou comment est-ce que tu as géré en fait ces questions-là ? L'image est simple, c'est comme pour apprendre à nager, il faut oser plonger. Okay. Donc, il y en a qui se sont noyés comme ça. Oui, on n'a rien sans risque, mais sans prendre de risque on va dire. Mais ça s'est quand même fait de manière rationnelle parce que dès que j'ai fini l'école d'archi en 2006, après un bref passage à l'école de cinéma pour développer d'autres intérêts, j'ai rapidement retrouvé des projets d'archi dans le cadre de collaboration avec les plus gros cabinets du pays, ici au Maroc. Et ça m'a permis quand même de travailler sur des projets d'échelle importante sans pour autant que ça soit les miens. C'est-à-dire parce qu'on nous écoute et moi alors, je sais de quoi il s'agit. Mais... Oui. Alors par exemple, je suis passé par l'agence Wahid Montasser, qui se trouve être un ami, où j'ai pu travailler sur le grand projet urbain de la marina de Casablanca, où j'avais pris en charge le développement des esquisses sur la tour la plus haute du site. Et il faut dire que voilà, j'étais novice
service, je faisais des recherches pour comprendre comment on construisait des tours, les noyaux, les exosquelettes, les choses comme ça. Bien sûr, sous l'œil bienveillant de M. Wahid Montasser et tout. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Par la suite, j'ai aussi collaboré avec des grosses agences comme Groupe 3 Architectes sur des programmes de logement à Marrakech pour des concours. J'ai aussi collaboré avec Omar Alaoui, qui est le partenaire de Zaha Hadid sur le théâtre de Rabat, entre autres, sur d'autres opérations, des concours principalement, parce que ça se faisait toujours en charrette. Et à ce moment-là, je cherchais le moyen de rester indépendant pour être à l'affût des opportunités qui peuvent être les miennes. Donc oui, ça m'a permis de continuer à apprendre sur de gros projets, sauf que ça tournait autour de la conception. Et je sentais ce manque de confrontation au chantier, d'où la nécessité de décrocher une petite commande pour pouvoir justement... mais on va dire qu'on a quand même appris un minimum à l'école d'archi, et voilà. Il s'agissait quand même de vivre ça dans le terrain, avec suffisamment de recul et de lucidité sur ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas, et être voilà, capable de poser les questions aux bonnes personnes pour apprendre et ne pas avoir honte de dire que je ne sais pas telle ou telle chose comment on fait, appeler les gens qu'on connaît. Heureusement, on a quelques amis, quelques architectes qui peuvent nous prendre sous leurs ailes, des choses comme ça. Mais donc si je comprends bien, tu revendiques le chantier quand même. Effectivement, souvent on apprend la conception dans les écoles, mais ensuite il y a toute une réalité qui est celle du chantier. Aujourd'hui, on a une tendance dans les écoles, en tout cas en Europe, à passer gentiment de l'architecture à un discours sur l'architecture, avec de plus en plus d'enseignants qui n'ont pas de production. Ouais. Quelle est ta position par rapport à ça ? Moi, c'est très clair dans ma tête, en fait. Même si c'est un avis qui peut être amené à changer, mais je suis convaincu que le passage de l'idée à l'objet ou à la concrétisation, c'est-à-dire au bâtiment, est obligatoire pour qu'on ait le titre complet d'architecte. C'est-à-dire que la capacité de théoriser et de conceptualiser n'est pas suffisante pour définir le métier d'architecte. Il est nécessaire d'être capable de voir les choses sortir dans la réalité, parce que c'est quelque chose d'indispensable, d'être capable de trouver le moyen et les solutions et toutes les stratégies qui permettent le passage du dessin à la réalité, et ça nécessite beaucoup de savoir-faire sur ce qui se fait, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, des notions sur la structure, des notions, énormément de compétences qu'on arrive à accumuler sur le tas d'ailleurs, parce qu'on n'apprend pas tout à l'école, qui sont nécessaires pour pouvoir déjà être fidèle à l'idée de départ, parce que si on ne maîtrise pas le sujet, on aura affaire à des intervenants qui vont toujours vouloir nous emmener sur des terrains beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, notamment, et c'est de bonne guerre, hein, les entreprises chercheront toujours les solutions les plus simples, les moins coûteuses, sans vouloir m'attirer la faute des bureaux d'études. Il faudra aussi veiller à ce que les bâtiments soient les plus stables, mais ils sont là pour ça, sans prise de risque énorme, et sans aller s'aventurer sur des choses trop complexes à réaliser ou qui tiennent pas, qui tiennent difficilement, ainsi de suite. Donc il s'agit effectivement d'un échange où le savoir-faire du passage du dessin au projet concret est nécessaire pour pouvoir convaincre ses partenaires d'aller là où on va. D'autant plus que l'architecte est principal porteur de la vision de départ, vu que c'est lui qui imagine la vision globale, bien sûr en partenariat et en échange avec les maîtres d'ouvrage, ainsi de suite. Mais voilà, c'est nécessaire de maîtriser ces choses-là si on veut voir se concrétiser les idées. Et je ne me rappelle plus où j'ai lu quelque chose du genre où un projet d'architecture qui n'est pas réalisé, ça reste une idée, et les idées
peuvent être inventés par tous. Et après, les grands projets qui se sont réalisés, je pense que la pyramide, c'est une idée enfantine, mais pouvoir la réaliser, ça, surtout avec les moyens de l'époque, c'était quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez impressionnant. Et puis alors, quand on est un jeune cabinet au Maroc, quelles sont les influences, quels sont les modèles? Est-ce qu'on va les chercher au nord? Est-ce qu'on les cherche parmi les pairs au Maroc? Est-ce que c'est une hybridation de tout ça? Oui. Quel est l'univers dans lequel toi, tu développes ta propre œuvre, oui. mais on a tous, on est tous alimentés par des noms et j'aimerais savoir quel est finalement ton univers à toi. Oui. Je comparerais le rapport aux références architecturales et aux influences aux étapes d'évolution dans la vie. C'est-à-dire que si je peux parler d'adolescence architecturale, on se laisse facilement séduire par quelque chose, par les choses les plus impressionnantes d'un point de vue formel, où on est peut-être sur la forme, sur l'apparence. Donc on peut facilement être séduit quand on est à l'école d'archi par des prouesses techniques dans des projets comme ceux de Zaha Hadid ou de Franck Gehry, des choses comme ça. Je me rappelle ma première et ma deuxième année, on était sur des influences pareilles. À l'époque, il y avait aussi des célébrités qui faisaient des projets un peu plus sages, comme des Richard Meyer, des choses comme ça. Donc, je parle vraiment de mes 2 premières années où je pouvais me laisser. Je me rappelle qu'on m'appelait inclinus parce que, enfin les amis m'appelaient inclinus à l'école d'archi parce que j'aimais bien les murs inclinés et tout, j'aimais bien cette idée de résister à l'effet de la gravité, de faire des choses qui flottent. Où on voit là, tu n'avais pas encore fait de chantier. Justement, justement, effectivement. Donc oui, on est sur de la forme, ce qui est normal, je pense, parce qu'on commence à apprendre et il faut savoir qu'en architecture, la forme est très séduisante, mais dès qu'on commence à gagner en maturité, entre guillemets, sur la nécessité que l'architecture n'est pas un processus de production de forme, mais plutôt la traduction spatiale des aspirations humaines à une vie meilleure. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Donc, il s'agit là de commencer à s'intéresser à d'autres dimensions d'architecture et de son impact sur la société, sur l'individu. Donc, à ce moment-là, on commence à lire des choses qui nourrissent un peu plus cette dimension. Donc, on commence à s'intéresser à des gens comme, je ne sais pas moi, vu le contexte du Maroc, je me suis beaucoup intéressé aux architectes portugais comme Álvaro Siza, Souto de Moura, un peu plus récemment Erez Mateus, je pense qu'ils disent Erez Mateus. Voilà, donc on m'excusera l'accent. J'ai le même. Ouais, écoute. Donc, et oui, aussi les Espagnols, comme Rafael Moneo, sur des expressions un peu plus recherchées dans le détail. Peut-être les Suisses aussi, comme Peter Zumthor, dont j'aime l'œuvre et j'aime la démarche dans le temps, parce que c'est pas quelqu'un de très pressé ou dans la production, et ça nous change un peu des grosses agences. Donc oui, c'est... Mais ça veut dire ancré quand même, si on prend que ce soit les Espagnols et Portugais, ils sont dans une zone climatique assez proche. Zumthor pas du tout, mais dans une production qui est directement liée à la minéralité des lieux. En fait, c'est pour ça que j'ai trouvé le rapport. Okay. En fait, il y a un fil conducteur, il y a une logique. Voilà, après la lune de miel avec les architectes formalistes, entre guillemets, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus aux gens qui s'intéressent au contexte. Donc, on a lu un peu au sujet du régionalisme critique avec Frampton et tout, et par la suite, ça a découlé sur les quelques architectes de l'époque qui allaient dans ce sens-là. Et sans oublier justement les influences marocaines et aussi récentes, comme Jean-François Zévaco, comme Elias Aguri, comme Tastoman, comme De Mazières, dont j'adorais le travail et auquel on était confrontés juste dans les villes où on vivait. Il y avait pas mal de projets à Rabat, à Casa et à Agadir aussi, dont je viens de revenir juste hier. Alors,
Oui, toutes ces choses-là, et sans oublier la beauté du patrimoine architectural marocain, notamment, moi j'ai une sensibilité pour le patrimoine du Sud, les Qsor et les Kasbah, et ce rapport au paysage et comment c'est, voilà, les greniers aussi qu'on construit sur les sommets des montagnes rocheuses et tout, dans les mêmes matériaux. Donc oui, il y a aussi, j'ai un faible pour les expressions vernaculaires et le rapport au lieu et comment ça se fond dans le paysage, comment ça fait partie du paysage et comment architecture et nature peuvent être un, même dans l'expression des gens qui n'ont pas fait d'études d'architecture. Et c'est là où on peut facilement remettre en question la démarche de se focaliser sur la théorie et d'oublier la réalité du site et du rapport au lieu. Moi, je comprends bien ça et je souscris rapidement et tout à fait. Oui, pour en avoir discuté déjà. Pour en avoir discuté longuement d'autres fois, mais quand même, si on pousse un peu, comment concrètement on arrive aujourd'hui, il y a une fascination, et j'en fais partie, justement, et je trouve que toi, tu amènes le vernaculaire sur des questions de paysage. Pas seulement, mais entre autres. C'est très bien. Pour moi, le vernaculaire, c'est plutôt les questions bioclimatiques. Oui. Je pense qu'on a justement la superposition des deux. Ouais. Mais il y a une fascination, à un moment donné, partout, de ces formes vernaculaires. Alors, si on va mes étudiants à Lausanne, par exemple, quand ils viennent vers moi, ils veulent construire au Maroc, et ils veulent construire en terre. Oui. Et à un moment donné, on va construire en terre au Maroc. J'ai dit, alors, c'est bien, mais ça veut dire qu'en Suisse, on construit en pierre et en sapin, en bois. Ouais. Il dit, non, on va construire en béton. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez embêter les gens à construire en terre au Maroc? Ils ne vous ont rien demandé. Et donc, il y a ce jeu comme ça, qui, pour moi, peut être un peu dangereux. Et j'aimerais ton avis là-dessus. Comment on sort de ça? C'est que si on a une vision nord par rapport à ce vernaculaire sud, on tombe dans la caricature. Oui. On tombe dans le fait que tout le monde veut habiter dans des maisons en terre. Mais si vous allez dans les petits villages, les gens ils rêvent d'habiter dans des maisons en béton, pas en terre. Et finalement, c'est les riches Suisses qui trouvent sympathique d'habiter dans une maison en terre. Donc, il y a une vraie dualité là. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te positionnes finalement, on sent qu'il y a des choses à apprendre et à apprendre du vernaculaire, sauf que les formes sont plus celles que le client privé qui veut faire sa villa veut finalement, te mandate pas pour ça. Et comment toi tu fais ce lien entre ces différentes choses, et on a les images tout de suite, les Kasbah ou les Qsor, on voit finalement ça renforce même le skyline de la montagne, le relief et tout, et on voit ça très beau, puis on se dit mais à la fois on est fasciné par ça, à la fois personne n'en veut aujourd'hui de ça. Comment tu fais ce lien en termes d'architecture? En fait, c'est pas une fatalité. Le fait que les gens n'en veuillent pas, il faut peut-être se poser la question pourquoi. Parce que pendant longtemps, on leur a inculqué l'idée que c'est relié à des choses négatives, notamment la stabilité, par exemple. Si on prend l'exemple de la terre, pour le commun des mortels, c'est un matériau qui n'est pas stable, qui n'est pas suffisamment durable, qui ne va pas. Et aussi, d'un point de vue sociologique ou socio-économique, c'est associé au manque de moyens. Culturellement, dans les villages reculés, le petit de la famille qui arrivait à immigrer en Europe et qui envoyait un peu d'argent, ça permettait à la famille de construire des extensions de la maison familiale en béton, et ça a impressionné tout le village parce que oui, eux, ils ont réussi à construire sur 2 niveaux avec un escalier en béton et tout, et ils ont fait appel à des ouvriers de la ville. Voilà, c'est des choses qui peuvent... Mais ce genre de connotations qui sont complètement fausses a pris de l'ampleur et a fait que c'est devenu une réalité alors que c'est pas le cas.
Donc, il s'agit là peut-être de faire un effort de rééducation à ce genre de forme de construction pour les rendre beaucoup plus, parce que là, les architectes qui peuvent faire appel à des chaos studios pour faire des villas magnifiques avec de la pierre, ça peut plaire même aux gens du village. Sauf que ils ne connaissent pas cette manière de faire. Donc, ça, premièrement, je pense qu'il y a un effort à faire pour faire évoluer les mentalités par rapport à ces matériaux locaux, ces méthodes de construction traditionnelles et tout. Et aussi, il faut dire qu'ils ont cessé d'évoluer. Peut-être pour des intérêts corporatistes d'industrie de béton ou des choses comme ça. On sait comment les grandes multinationales, à coup de publicité, à coup de contacts commerciaux avec les professionnels, à coup de développement de logiciels, de choses comme ça, à coup d'influence dans les couloirs pour faire les lois et les normes, arrivent à un certain moment à en faire les seuls standards sur les marchés de la construction. Et à un certain moment, ça devient comme si c'est une banalité de construire en béton. Il faut de tout pour faire un monde et il faut être ouvert à toutes les méthodes. Il y a des intérêts à construire en béton. Je ne suis pas de ceux qui disent non, il faut tout jeter. Et il y a aussi un intérêt à remettre en question ces choses-là et à peut-être expérimenter. On a parlé tout à l'heure de gens comme Herzog et de Meuron. D'ailleurs, j'ai oublié de les citer comme influence aussi, mais c'est des gens dont j'admire le travail, qui ont fait un très très beau projet en terre, une usine d'une marque, on va pas faire de publicité, d'une marque de friandises, je pense, qui ont construit en terre, dans l'intérêt justement de retrouver les forces bioclimatiques de ce matériau. Et voilà, c'est pour ça que je dis, il faut être ouvert, il ne faut pas remettre en question tel ou tel matériau. Il faut voir aussi ce qu'inspire un contexte. Il y a des contextes qui font appel à un matériau de manière beaucoup plus naturelle que d'autres. Et voilà, donc rester ouvert, remettre en question les choses pour faire, peut-être pour revenir aussi à des traditions qui ont été abandonnées. Voilà, mais c'est très très difficile. Hein. Je remarque que quand même, tu as cité Zumthor et Herzog et de Meuron, donc j'espère que ce n'est pas par rapport à moi, mais que c'est des, c'est des vraies références. Je suis totalement dans la patrie. Non, ça montre. Je fais appel à ton esprit patriote. Mais c'est vrai que c'est des très belles références et il y en a plein d'autres ailleurs aussi. Oui, je pourrais citer aussi Mario Botta que j'admire énormément. Tous les Italiens, Snozzi dont j'apprécie l'architecture. Il y a aussi Vaccini, Olgiati, Galfetti, je les cite tous. Voilà, c'est bon. Snozzi, avec qui j'ai eu la chance d'avoir des ateliers justement. Donc c'était un grand monsieur, très grand monsieur. Un grand fumeur, mais un grand architecte qui est finalement assez peu connu, mais qui a influencé énormément toute une génération. Montecarraro, tout le village. Exactement. Une expérience magnifique parce que c'est l'un des rares qui a travaillé sur un seul contexte pour développer sur le long terme. Donc il a eu la maturité qu'on ne peut pas avoir sur d'autres projets. D'ailleurs, la question se pose aussi à Vengrir, où on intervient sur une ville nouvelle et où les choses peuvent évoluer sur le long terme de manière très intéressante si on regarde les expériences de Snozzi sur Montecararo. Quand on est, alors je reprends le jeune architecte, comme ça on termine en épanadiplose puisqu'on va reprendre la même chose à la fin qu'au début pour faire cette figure de style. C'est quoi on a compris le challenge pour entrer dans finalement ce monde et la réussite que tu as, et tu nous as expliqué comment finalement on arrive à très relative. Hein. Très relative. Il y a encore beaucoup de choses alors c'est quoi les challenges suivants? C'est l'internationalisation, c'est de construire des types de bâtiments que tu n'as jamais construits. C'est quoi pour toi soit le challenge ou le rêve, hein, mais j'aimerais comprendre, on comprend comment tu entres. Je préférais le mot challenge parce que ça le rend beaucoup plus accessible et beaucoup plus réaliste. Mais on comprend comment
commences et comment tu entres et tu crées ton œuvre architecturale. C'est quoi la prochaine étape quand on est La prochaine étape, idéalement, justement, c'est en construisant suffisamment de projets, c'est gagner en crédibilité sur des commandes beaucoup plus importantes, beaucoup plus impactantes. Et aussi, quelque chose dont on a discuté tout à l'heure par rapport à la célébrité d'un nom, la signature et ce que ça donne comme liberté. Donc, quand on est reconnu pour ce qu'on a déjà fait, ça nous permet beaucoup plus de liberté et on a beaucoup plus de facilité à convaincre les maîtres d'ouvrage pour aller dans des visions beaucoup plus audacieuses ou celles qui nous correspondent le mieux. C'est-à-dire qu'on commence à faire de moins en moins de compromis sur les échanges avec les maîtres d'ouvrage. Mais compromis ou facilité ? Parce que compromis il y a des facilités aussi chez les grandes stars. Oui, je dirais, mais pourquoi je parle de compromis? Parce que j'estime quand même que l'œuvre architecturale est une œuvre collective où il faut prendre en considération la vie de tout le monde et ne pas être sur une posture quasi individualiste d'une expression seule qui doit impérativement, à un certain moment, il va falloir discuter de telle ou telle chose et se remettre en question parce qu'on n'a pas peut-être les mêmes intentions entre maîtres d'ouvrage, entre équipes de construction et entre architectes, ainsi de suite. Donc, rapprocher les points de vue et trouver, c'est pour ça que je parle plutôt de compromis et non de facilité. Des fois, oui, ça peut demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour rester sur une idée dont on est sûr que c'est la bonne et que c'est celle qui est dans l'intérêt de tous. Donc, oui. Alors, j'ai oublié un peu le point de départ de la réflexion. C'est pas grave, c'était juste savoir on parlait des challenges futurs, justement. Alors, j'ai parlé de liberté, de capacité de convaincre et de, on va dire, de fédérer toutes les puissances autour de l'acte du bâtir pour arriver à des œuvres beaucoup plus importantes. Ça permettrait aussi de s'internationaliser, effectivement. Il ne faut pas en avoir peur. Si d'autres peuvent le faire et arrivent à convaincre sur d'autres territoires, rien n'empêche que même les compétences marocaines peuvent arriver facilement à se vendre à l'international. Il s'agit de se mettre en valeur. Il s'agit aussi de faire connaître notre travail. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile, mais avec tous les moyens qui s'offrent aujourd'hui, les visibilités qu'on peut avoir sur Internet, les publications internationales, on peut arriver à montrer ce qu'on sait faire et peut-être dépasser les frontières du pays pour aller justement découvrir de nouvelles cultures et voir comment, parce que ça nous ferait sortir justement de la facilité, parce que c'est une culture marocaine, la culture marocaine, on la maîtrise entre guillemets suffisamment pour être dans des propositions qui sont cohérentes avec le contexte, mais être confronté à de nouvelles cultures, ça nous met face à notre manque de connaissances pour apprendre de nouvelles choses et attaquer de nouveaux challenges par rapport à ça. En dernier lieu, je dirais aussi la possibilité de diversifier les types de projets. Donc les trois éléments que tu as cités, je vois que tu maîtrises ton sujet. Donc oui, c'est un peu de tout par rapport à ça. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé. On arrive à la fin, ça fait pratiquement 45 minutes qu'on parle. Donc un réel plaisir. On va te libérer. Merci beaucoup en tout cas et j'espère que d'ici quelques années, prenons rendez-vous parce que le podcast va durer et pour de nouvelles aventures. Donc on prend rendez-vous avec pour immense un plaisir. futur podcast et encore merci. Je te remercie pour l'invitation et à très très bientôt. Merci. Merci beaucoup.